Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette sixième conférence. Ce n'est pas la dernière, hein, il y aura une autre qui sera un peu la conclusion de tout le cycle que nous avons parcouru. Un cycle qui commençait au Big Bang, qui s'est poursuivi à travers les galaxies pour arriver sur Terre. Et là, le voyage s'est poursuivi avec toute l'évolution darwinienne, cela menant à l'homme. Et nous en étions, lors de la dernière conférence, arriver précisément à l'homme. Alors, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? C'est la conscience. On ne sait pas très exactement ce qu'est la conscience, même pas du tout. Et je vous dis tout de suite, c'est un sujet de débat important aujourd'hui, tout simplement parce que la connaissance qu'on a de cela est somme toute extrêmement sommaire et partielle. Alors, c'est un sujet qui est plein de controverses et de visions en fait très différentes. Alors, je vais simplement en une heure et quelques effleurer un peu le sujet, mais vous donner tout de même quelques idées et vous dire un peu ce qui a avancé dans les sciences, parce qu'il y a tout de même des avancées, on y voit un peu plus clair. Alors, cette sixième conférence donc est consacrée à l'émergence de la conscience chez l'homme et nous allons comparer en fait l'homme avec l'animal. Les mammifères sont déjà des êtres extrêmement intelligents, mais il y a un plus chez l'homme, un plus qui est très important et dont nous allons parler. La, le cerveau s'est énormément développé chez l'homme. Hein. Vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé de l'hominisation, vous vous souvenez qu'à partir de l'Australopithèque, nous étions donc à ce stade avec Homo habilis, qui ressemblait beaucoup à un singe. Si vous le croisiez dans une forêt, vous penseriez à un chimpanzé. Mais Homo habilis était bipède et Homo habilis a commencé à développer son cerveau. Ça a été beaucoup plus sensible avec Homo erectus et Homo ergaster qui arrivait déjà à 1200 cm3 de cerveau. Nous en sommes à 1400, notre espèce. Donc vous voyez que le cerveau était déjà très développé. Et comment fonctionne donc un cerveau? Nous allons partir de là. Je dirais que le cerveau, finalement, c'est un peu un ordinateur. C'est beaucoup plus qu'un ordinateur. Mais si vous descendez au niveau élémentaire, c'est-à-dire au niveau du neurone, eh bien, ce que vous trouvez ressemble à la structure d'un ordinateur. Dans l'ordinateur, ce ne sont pas des neurones, ce sont des transistors. Bon, un transistor, c'est, si vous voulez vous représenter un transistor, imaginez un petit composant à trois fils. Il y a un signal qui arrive dans deux des fils. Alors, ce signal, c'est binaire, hein, c'est 0 ou 1. Il y a du courant ou il n'y en a pas. Alors, vous avez deux fils qui apportent un signal au transistor, et le transistor, selon qu'il reçoit 0 et 0, 0 et 1 et 0, ou 1 et 1, selon ce qu'il reçoit, il y a quatre cas de figure, il va réémettre un 0 ou un 1, selon ce qu'on a voulu programmer. Donc, voilà ce qu'est un transistor, c'est ce qu'on appelle une porte logique. En logique ou en mathématiques, on parle d'une porte logique, c'est très simple. Le neurone est substantiellement plus compliqué. Ce sont aussi des courants qui arrivent, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Alors d'abord, il n'y a pas deux fils qui arrivent comme dans un transistor. Il y en a des milliers. Et ceci est représenté sur le dessin que vous avez là. Un neurone, je dirais que ça ressemble à un arbre. Vous avez beaucoup de branches. Toutes ces branches que vous voyez en haut, ce sont des dendrites, ce sont des petits filaments. Et ces petits filaments sont connectés à d'autres neurones et par l'intermédiaire de synapses. Voilà, donc maintenant vous connaissez le vocabulaire du parfait neuroscientifique. Le neurone a des dendrites qui sont les fils par lesquels arrive une information entrante
Et en fonction de cette information, eh bien, il va réémettre dans un autre fil qui s'appelle l'axone et qui se ramifie aussi de son côté, qui va réémettre un autre signal. Vous avez donc un petit processeur élémentaire, si vous voulez, qui reçoit des signaux des dendrites. Il y en a des milliers. Ici, au milieu, vous voyez un petit rond, c'est le noyau du neurone, parce qu'un neurone, c'est une cellule. Et en fonction de ce qui entre ici, le neurone va, entre guillemets, décider d'envoyer une décharge électrique dans l'axone qui ira parvenir à tous les autres neurones qui sont connectés à cet axone. Ça ressemble à un arbre, hein. Les feuilles, les branches, c'est ce qui capte les signaux descendants, les signaux entrants qui viennent d'ailleurs, d'autres parties du cerveau. Et puis, il y a un tronc, l'axone, et enfin des branches qui ressemblent plutôt des racines, hein, qui vont envoyer ce signal ailleurs. Voilà comment ça se passe. Donc, dans votre cerveau est en permanence traversé par un flux que je qualifierais de flux descendant, depuis ces dendrites qui captent les choses, qui transmettent ou non ce signal. Et s'il est transmis, ben, ça déclenche toute une espèce d'avalanche, si vous voulez, de réactions en dessous. En fait, le neurone est un peu différent de la porte logique d'un transistor, parce que pour un transistor, c'est très simple, hein. Il y a un 0 et 1 ou 1 qui arrive par un fil, 0 ou 1 qui arrive par l'autre fil. Et là, selon la programmation de ce transistor, il va sortir un 0 ou un 1. Bon, là, c'est plutôt, c'est un peu analogique, si vous voulez, c'est-à-dire que dans ces dendrites, il y a des signaux plus ou moins forts, et ces signaux s'additionnent. Si l'addition de tout ce qui arrive par les neurones franchit un certain seuil, alors le neurone décharge un courant électrique, et ce courant électrique part vers d'autres neurones. Si au contraire, la somme de tout ce qui arrive est insuffisante, il ne se passe rien, ça fait un zéro. Alors, on peut dire aussi que c'est binaire, puisque à la sortie, il y a une décharge ou il n'y a pas de décharge. Mais à l'entrée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une sommation qui est faite. Voilà, alors il y a un seuil, ça fonctionne avec un seuil électrique. Dès que les dendrites captent une somme de courant électrique qui dépasse un certain seuil, là, il y a décharge électrique. Par exemple, imaginez que vous ayez une douleur, vous vous êtes blessé. Alors, vous avez plein de dendrites qui vont capter cette douleur, puisque la douleur de votre pied, par exemple, va remonter par des nerfs au cerveau, et là, elle va exciter des neurones. Alors, si elle en excite beaucoup parce que vous vous êtes fait très mal, eh bien, il y a beaucoup de signaux entrants, ça va dépasser les seuils et il va y avoir une avalanche de réactions en dessous, ça va se transmettre à d'autres neurones. Et puis, comme vous avez très mal, il y a beaucoup d'électricité qui passe et puis ça va faire de grandes avalanches et donc une grande douleur, finalement. Alors voilà comment ça fonctionne, ce sont des signaux électriques. La chose intéressante à propos du cerveau, c'est que toutes ces dendrites, je vous disais qu'il y en avait des milliers par neurone, hein. Chaque neurone en collecte des milliers de signaux comme ceci. Ces signaux ne sont pas n'importe quoi. C'est-à-dire que dans les dendrites que vous voyez, imaginez qu'il y en ait 5000, ces 5000 dendrites, elles ne sont pas choisies par le hasard. Elles ont été choisies au cours de votre vie par l'expérience, l'apprentissage. Pour expliquer ce que c'est un processus darwinien. Ça a été très bien décrit par Jean-Pierre Changeux, le grand spécialiste français du cerveau. C'est un phénomène darwinien. Alors, comme toujours, les phénomènes darwiniens donnent des résultats extrêmement complexes et étonnants à partir d'informations qui sont extrêmement simples. Le système darwinien est une extraordinaire machine à fabriquer la complexité à partir du simple. Alors, en l'espèce, le mécanisme de base est très simple.
Vous avez, quand vous êtes jeune, vous avez une grande quantité de dendrites qui se développent. Je vais vous citer un premier chiffre qui va vous étonner, il y en a d'autres qui viendront. Le premier chiffre qui va vous étonner est le suivant. Moi, j'ai une petite fille d'1 an et quand je la regarde, je m'interroge à chaque fois parce que je sais que dans le cerveau de cette petite fille de 1 an, il se crée 40 000 dendrites et synapses. Le synapse, c'est le bout de la dendrite, c'est la connexion, si vous voulez, avec l'autre neurone. Il se crée 40 000 dendrites et synapses par seconde. Et cela, c'est pendant toute la prime enfant, je dirais jusqu'à 3 ans. Ensuite, ça ralentit. Mais chez un jeune enfant, il se crée 40 000 synapses par seconde. Que deviennent ces synapses? Eh bien, une partie va survivre et l'autre partie va disparaître. Et quel est le critère qui fait survivre une dendrite et la synapse? C'est l'usage. Alors, si par exemple, eh ben, je reprends ma petite fille, quand on a fêté son anniversaire, il y avait un gâteau avec une bougie devant elle. Elle a trouvé la bougie très jolie. Alors, elle a pris sa main et elle a attrapé le feu de la bougie. Bien sûr, elle s'est brûlée la main, ce n'était pas grave. Mais quand elle a brûlé sa main comme ceci, il y a eu cette avalanche dont je vous parlais tout à l'heure de signaux dramatiques parce qu'elle a eu mal. Et cette avalanche a traversé son cerveau et donc un certain nombre des dendrites ont été excités par cet événement. Eh bien, les dendrites qui sont excités par cet événement vont avoir tendance à persister. Par contre, parmi les 40 000 dendrites qu'elle fabrique par seconde, beaucoup d'autres, finalement, ne seront pas utilisées et elles seront éliminées, disparaîtront. Voilà. Alors, il arrivera de nouveau que ma petite fille se brûle la main. Demain, peut-être, il y aura une bouilloire au petit déjeuner, elle approchera un doigt ou elle la touchera sans faire exprès, elle aura de nouveau mal et de nouveau, il y aura une avalanche dans son cerveau qui viendra renforcer les dendrites qui avaient été utilisés lors de la première expérience. Vous voyez donc que les neurones se renforcent en permanence. C'est la même chose lorsqu'elle voit le visage de sa mère. Le visage de sa mère, la vision, hein, les signaux qu'elle reçoit de ses yeux s'impriment dans le cerveau, créent des avalanches. Et comme sa mère a le même visage tout le temps, ou à peu près, eh bien, il y a des réseaux d'avalanches qui se confortent, qui se renforcent, et ces réseaux d'avalanches se figent et créent la mémoire du visage de leur mère, de sa mère. Et c'est ainsi que des réseaux de dendrites se forment et tout le reste s'élague, un peu comme à l'automne ou au printemps, je ne sais plus, on commence à élaguer les arbres, on enlève les branches mortes, on garde les branches qui sont intéressantes. Eh bien, ce processus se produit en permanence dans le cerveau et à très très grande vitesse, puisque je vous dis que la création est de 40 000 par seconde, donc la destruction est à peu près du même ordre, peut-être un peu moins parce qu'il y a une croissance du cerveau, hein, mais c'est quand même du même ordre. Donc vous imaginez le phénomène que ça représente. Alors voilà ce qu'est, comment fonctionne le cerveau, quelle est l'unité de base du cerveau, c'est le neurone. Alors maintenant, je vais vous citer des chiffres qui sont absolument époustouflants. D'abord, vous voyez ici 2 images qui se ressemblent beaucoup. Alors, la première, c'est l'image précisément de neurones dans le cerveau. Vous voyez ces points-là, ce sont des neurones qui sont reliés par des fils dans tous les sens. Il y a des fils partout qui relient des neurones à d'autres neurones. Ça crée un réseau, et je vous expliquais à l'instant que ce réseau n'est pas n'importe quoi, il se sélectionne au cours du temps. En dessous, vous avez une image qui ressemble à cela, qui est Internet dans le monde. Chaque point que vous voyez, c'est un nœud. Alors, au niveau planétaire, ça peut être une ville, hein, mais si on va plus loin dans le détail, dans la ville, s'il y a 1 million d'habitants, il y aura peut-être 600 ou 700 000 internautes qui possèdent alors soit un PC, soit un smartphone. Donc, vous pouvez vous imaginer le cerveau, entre guillemets, le cerveau Internet,
comme un ensemble non pas de neurones, mais de PC et de smartphones qui sont reliés les uns aux autres. Alors, je vais analyser la différence entre les deux parce qu'elle est très intéressante. Bon, d'abord, la caractéristique la plus discriminante entre les deux, c'est le nombre de liaisons qui existent entre un neurone et l'autre, entre un neurone et d'autres. Je vous le disais tout à l'heure, plusieurs milliers, mais en fait, c'est de 5000 à 10 000, avec une moyenne qui est plutôt du côté 10 000 que du côté 5000. Il y a 50 000 à 100 000 liaisons par neurone. J'aime bien une analogie parce que, oui, je ne l'ai pas dit avant, mais nous avons 80 milliards de neurones, hein, tout de même. Et 80 milliards, c'est du même ordre de grandeur que le nombre d'arbres dans la forêt amazonienne, qui fait plusieurs milliers de kilomètres de taille. C'est un peu moins que le nombre de galaxies dans l'univers, mais c'est du même ordre. C'est du même ordre aussi que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Voilà ce que nous avons dans notre tête. Et de plus, je le dis maintenant, chacun est connecté à 5000 ou 10 000 autres neurones. C'est comme si dans la forêt amazonienne, vous aviez des lianes entre les arbres. On sait que les arbres sont reliés d'ailleurs, non pas par des lianes, mais par des racines sous terre. Un arbre de la forêt amazonienne est typiquement relié à 4 ou 5 autres arbres autour de lui. Imaginez dans votre cerveau qu'il y ait ainsi des lianes ou des racines qui relient les arbres entre eux. Eh bien, simplement, la différence, c'est qu'un seul arbre projette 5 à 10 000 racines comme ceci vers les autres, dont certaines vont jusqu'à l'autre côté de la forêt amazonienne, c'est-à-dire franchissent 5000 km. Voilà ce que c'est que le cerveau. Vous avez beaucoup de dendrites sont reliés localement aux neurones qui sont à côté, hein, mais certaines vont beaucoup plus loin et peuvent traverser l'ensemble du cerveau pour aller se connecter à un neurone qui se trouve à l'autre bout. Donc voilà ce que c'est que cette forêt de neurones. Par rapport à l'ordinateur, je vous donne tout de suite une différence. Dans un ordinateur, les calculs, les traitements sont en général faits de façon séquentielle. Vous voyez, si vous avez un programme pour, par exemple, ordonner vous voulez ordonner par niveau de salaire les employés d'une entreprise, l'ordinateur fait ça. Mais il le fait séquentiellement, c'est-à-dire qu'il va prendre la première personne, il va noter son salaire, il va prendre la deuxième, il va comparer au salaire de la première et il va la poser là où il faut, il va prendre la troisième et il va les prendre une par une, comme ça, séquentiellement. Au contraire, le cerveau, lui, par sa structure extrêmement dense, hyper connecté, voilà le terme qu'on peut utiliser, c'est un réseau hyper connecté. Par sa structure hyper connectée, le réseau, si j'emploie la terminologie informatique, est massivement parallèle. Massivement parallèle, ça veut dire qu'il peut mener des traitements massifs en parallèle. Par exemple, la reconnaissance d'un visage, pour reconnaître le visage de sa maman, le bébé par exemple, va recueillir plein d'indices, la position de ses yeux, la couleur de ses yeux, peut-être des défauts de sa peau, la coiffure, etc. Et le cerveau même d'un bébé peut ainsi recueillir 500 ou 1000 informations et avec en plus peut-être l'odeur de sa mère ou le ton de sa voix. Et donc le cerveau de l'enfant peut capter ainsi un millier de signaux et les traiter en même temps, et les comparer et les traiter parallèlement. Voilà, donc le cerveau est massivement parallèle par rapport aux ordinateurs qui, eux, sont séquentiels.
Alors ça induit un certain partage des tâches entre l'ordinateur et l'homme. Vous savez que si vous devez mener un calcul, ou comme je le disais, vous devez traiter les 250 employés de votre entreprise sur un fichier Excel, vous savez que l'ordinateur ira beaucoup plus vite que votre cerveau, parce que ça peut se traiter séquentiellement et parce qu'en plus, l'ordinateur est très rapide. En revanche, lorsqu'il s'agit de reconnaître un visage, de reconnaître un mot, comme Siri, le programme d'Apple qui reconnaît votre voix, enfin qui reconnaît ce que vous dites et qui répond à vos questions, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour un ordinateur. C'est pour ça que les ordinateurs qui font de l'intelligence artificielle arrivent à reproduire ce que nous faisons dans le cerveau, mais moyennant une très grosse consommation de ressources informatiques. Autrement dit, notre cerveau est, je dirais, beaucoup mieux adapté au traitement massivement parallèle et en particulier à la reconnaissance des formes, la reconnaissance des sons, la reconnaissance des mouvements, etc. Alors maintenant, si je m'amuse à comparer le cerveau avec Internet, eh bien, d'abord, notre cerveau, un seul cerveau, a beaucoup plus de nœuds, c'est-à-dire de points, en fait des neurones, que Internet n'a de nœuds, les nœuds étant des PC et des smartphones. Le chiffre pour le réseau Internet, c'est de l'ordre de 4,5 milliards, alors que le nombre de nœuds dans notre cerveau, un seul cerveau, c'est 80 milliards. Donc nous sommes déjà très au-dessus. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est ce nombre de connexions, parce que je vous parle là de 5 000 à 10 000 connexions par neurone, mais si maintenant je parle d'Internet, prenons votre téléphone et regardons sur un mois à qui vous vous êtes connecté. Vous avez envoyé des emails, vous avez envoyé des messages par WhatsApp, vous avez consulté la météo, vous avez consulté des sites Internet. Bon, au total, si je prends toute la population mondiale, moi j'ai estimé à 200 le nombre de connexions régulières que nous avons. Bon, je pense que pour certains d'entre vous, ça doit se chiffrer en milliers, hein, mais surtout pour des applications professionnelles. Mais bon, j'ai pris 200 comme une moyenne sur l'ensemble de la Terre. Et si je prends 200 connexions par PC ou par eh bien, j'arrive à un nombre de liens, ce sont les dendrites dans le cas du cerveau et ce sont ces fils dans le cas d'Internet, j'arrive à 500 fois plus de connexions dans votre cerveau que pour l'ensemble d'Internet sur la planète. Voilà. Votre cerveau est un réseau 500 fois plus connecté que l'ensemble d'Internet sur la planète. Alors, pour reprendre l'image de la forêt, j'aime bien cette phrase de Edelman, prix Nobel spécialiste de la conscience, qui dit nous habitons, chacun d'entre nous habite une forêt qui se trouve dans notre tête. Et cette forêt, c'est la forêt de nos neurones et de nos dendrites. Maintenant, je vais vous citer le chiffre le plus étonnant de tous. Je me suis dit, mais là, j'ai parlé pour l'instant du nombre de connexions, mais je pourrais aussi parler de la longueur de la connexion. Et là, j'ai fait un petit calcul, je me disais, la Terre est beaucoup plus grande que le cerveau, donc même s'il y a moins de connexions, elles sont longues. Hein. Si j'appelle mon cousin ou je lui envoie un mail aux États-Unis, bon, c'est des milliers de kilomètres. Donc, je me disais, on va trouver une longueur totale qui est supérieure au niveau d'Internet. Pas du tout. Et le chiffre qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai mis bout à bout dans le calcul toutes les dendrites du cerveau, donc 80 milliards de neurones multipliés par 5 à 10 000 dendrites. Quand j'ai mis tout ça bout à bout, j'ai trouvé pour un cerveau une longueur de 150 millions de kilomètres. Le hasard fait que 150 millions de kilomètres, c'est tout simplement la distance de la Terre au Soleil. Eh bien voilà, vous pourrez retenir ce chiffre.
vous avez dans votre encéphale une câblerie qui, mise bout à bout, l'ensemble de ces dendrites, mise bout à bout, représente la longueur de la Terre au Soleil. Bien, alors jusqu'à présent, je vous ai présenté le cerveau comme quelque chose de beaucoup plus performant que Internet au niveau mondial, mais il y a un gros bémol. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je me suis limité à parler en termes de réseau. Réseau, ce sont des nœuds, des mailles, des nœuds, des fils, si vous voulez. Et là, le filet que représente notre cerveau est beaucoup plus dense qu'Internet. Mais il faut se poser une autre question quant à la quantité d'informations qui passent dans un des fils. Si vous pensez à la façon dont est fait un cerveau, toute cette câblerie dont je vous ai parlé, c'est une circuiterie humide. Ce sont des circuits humides, c'est-à-dire qu'ils sont faits de cellules qui sont faites d'eau. Alors, imaginez un neurone, déjà, essentiellement, c'est de l'eau. Les excroissances qu'il envoie, c'est-à-dire ces dendrites, sont elles-mêmes des filaments qui sont pleins d'eau, et ils circulent entre d'autres cellules, des neurones et des cellules gliales, qui forment la matière grise, et tout cela, c'est de la chair. Alors, on sait que la transmission dans des circuits humides comme cela est beaucoup plus lente que celle d'Internet ou des ordinateurs. Internet, c'est véhiculé par du cuivre, parfois par le Wi-Fi, et tous ces moyens de communication peuvent véhiculer beaucoup plus d'informations. Dans le cerveau, ce qui véhicule l'information, c'est ce qu'on appelle l'influx nerveux. Alors, pour illustrer ce qu'est l'influx nerveux, vous touchez avec votre doigt quelque chose, eh bien, une information va monter vers votre cerveau et par le nerf dans votre bras. Et cette transmission d'information, c'est un courant électrique ou l'équivalent d'un courant électrique qui se propage assez lentement, en fait. On parle en dixièmes de seconde, hein, c'est lent. Et donc, ça, c'est l'influx nerveux. Et l'information dans votre cerveau suit le même type de processus qui est donc beaucoup plus lent. Alors, qu'est-ce que j'appelle lent? Je vais vous donner un ordre de grandeur. Si je considère une dendrite, grosso modo, très grosso modo, je vais dire qu'elle est traversée par des 0 et des 1. 0, 1, ça veut dire qu'il y a un signal, une décharge qui vient d'un neurone quelque part et qui est venu se décharger dans cette dendrite. Ça fait un 1. S'il n'y a pas de courant, c'est un 0. Et donc, grosso modo, il y a des 0 et des 1 qui traversent ce fil. À quelle vitesse cela se produit? Eh bien, c'est de l'ordre de 100 fois par seconde. En effet, dans votre cerveau, il y a un rafraîchissement de tous les neurones qui se fait pratiquement à un rythme de 100 fois par seconde. Lorsque je vous parlais d'avalanche, c'est cela que je voulais dire. À peu près tous les centièmes de seconde, il y a une avalanche qui va traverser certaines dendrites ou pas d'autres, ce qui fait des 0 et des 1, et ces avalanches se produisent à peu près 100 fois par seconde. Alors maintenant, parlons en termes informatiques, 100 fois par seconde, ça veut dire 100 bits par seconde. Bon, 100 bits par seconde, c'est très faible, vous le savez, puisque vous êtes en train de me regarder sur votre PC, et vous savez que par un fil ou par le Wi-Fi, ce que vous recevez, ce n'est pas 100 bits par seconde. Ce que vous recevez, c'est 2 mégabits ou 500 kilobits. Donc, voilà. Donc, on est très au-dessus de la capacité d'information qui vient par Internet. Si vous regardez un film, par exemple, sur Netflix, eh bien, la quantité d'informations qui arrivent par votre ordinateur est beaucoup, beaucoup plus dense que ce qui traverse une dendrite.
Voilà, donc il y a sur ce plan-là un avantage considérable à Internet, ou bien plus généralement à tout ce qui est ordinateur. Un avantage considérable, c'est la densité d'informations, la quantité d'informations, le débit d'informations, si vous voulez, qui peut passer dans chaque fil. Alors, maintenant, comment se forme un cerveau? Je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit. Je le présente comme un phénomène émergent. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène émergent? Un orage, c'est un phénomène émergent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez au départ des molécules qui ne sont pas très intelligentes, bon, qui sont au-dessus de l'eau. Il y a de la vapeur d'eau parce que l'océan est un peu chaud, alors il dégage, il évapore de l'eau, alors il y a de la vapeur d'eau, et puis il y a de l'air. Et tout ça, à un moment donné, va se mettre à bouger parce que les lois de la physique font que ce qui est chaud monte. Donc cette vapeur d'eau va avoir tendance à monter. D'autres lois de la physique font qu'en montant, elle se met à tourner. C'est la même chose dans votre lavabo, quand vous videz votre lavabo. Donc ces masses humides là vont monter et tourner. Alors on sait qu'ensuite, en tournant, il y a des frictions. Et ces frictions créent de l'électricité statique. Et donc, un potentiel d'électricité va s'accumuler entre le haut de l'orage, les nuages, et le bas, la Terre. Ça peut faire 20 000 volts. Et lorsque ce phénomène arrive à un certain nombre de volts, eh bien là, il y a des éclairs et puis ça déclenche les pluies parce que toute cette eau qui est montée, ben, il faut bien qu'elle redescende. Voilà, on sait grosso modo ce qui se passe, mais on ne comprend pas, on ne sait pas décrire pourquoi des petites molécules de vapeur d'eau qui n'ont aucune intelligence, qui ne font que se comporter par rapport à leur milieu environnant, selon qu'elles sont plus chaudes ou plus faibles. On ne comprend pas comment ces gouttelettes d'eau vont fabriquer un être aussi complexe et reconnaissable qu'un nuage. Reconnaissable, ben oui, un orage, pardon, vous savez très bien ce que c'est. Si vous voyez le ciel commencer à noircir, les vents qui tournent, etc., vous vous dites tout de suite, voilà un orage. Donc l'orage est une espèce d'objet qui se forme à partir des molécules. Mais une fois qu'il est formé, une fois qu'il a émergé, c'est lui qui impose aux molécules ses propres règles. Par exemple, s'il a déclenché des mouvements tournants, eh bien, toutes les molécules des environs sont obligées de tourner. S'il a atteint une température froide en haut, eh bien, ce froid va faire condenser l'eau et va déclencher de la pluie. Donc, l'orage, pour résumer, est né des particules, il a émergé des particules. Une fois qu'il a émergé, il crée un tout, et ce tout impose ses propres règles aux molécules. Les molécules d'air dans un orage sont donc assujetties par deux choses. D'une part, les règles de la physique, qui s'appliquent toujours de toute façon, mais aussi les règles du tout. Alors, vous, être humain, vous êtes la même chose. Vous êtes un tout qui est formé par des particules. Ces particules se sont assemblées grâce à l'ADN, la division cellulaire. Tout ça a conduit à votre être. Et une fois que votre être est constitué, votre être impose ses lois aux molécules. C'est-à-dire que les molécules de votre corps sont assujetties à ce que votre corps veut ou parfois votre esprit. Eh bien là, le cerveau, c'est la même chose. Je vous ai décrit un objet d'une complexité considérable. Le cerveau est la chose la plus complexe qu'on connaisse dans l'ensemble de l'univers. Bien sûr, vous me direz, il y a peut-être des êtres plus intelligents que nous quelque part, oui, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc, le cerveau, aujourd'hui, est ce qu'il y a de plus complexe dans l'univers. Eh bien, ce cerveau aussi complexe, avec ses milliards de connexions, ne peut pas naître tout seul à partir de votre génome. Ben oui, parce qu'un
Un génome, votre génome, c'est 22 300 gènes. Et sur les 22 300 gènes, la majorité est occupée par autre chose, fabriquer vos muscles, les enzymes, etc. etc. Donc, je ne sais pas quel est le pourcentage qui concerne le cerveau, mais je dirais à vue de nez, c'est 10 ou 15%. Alors, vous voyez, ça fait quelques milliers de gènes. Vous ne pouvez pas, à partir de quelques milliers de gènes, imaginer un instant que le cerveau va se fabriquer en obéissant aux 1000 gènes en question. C'est impossible. La complexité du cerveau est infiniment plus grande que celle du génome. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est un phénomène épigénétique. Épigénétique, ça veut dire qui se produit en plus du génome, qui est complémentaire et supplémentaire au génome. Alors, comment cela se passe-t-il? Votre génome crée ce que j'appellerais un pré-câblage assez élémentaire avant votre naissance. Et donc, le cerveau de l'embryon, avant de naître, est déjà doté de ce qu'il faut pour commander le battement de son cœur, pour accélérer son cœur s'il y a une raison, pour déjà déclencher des réflexes de mouvement, etc. Et lorsque naît l'enfant, il dispose de fonctions élémentaires telles que crier pour se manifester, c'est important, crier quand il a faim ou qu'il a mal, et respirer, digérer, etc. Donc, vous voyez, il y a les fonctions les plus basiques sont déjà pré-câblées. Voilà. Mais à partir de là, eh bien, c'est l'apprentissage qui va câbler le cerveau. Je vous le disais tout à l'heure, 40 000 nouveaux liens pour un enfant. Eh bien, c'est cela ce qui se produit. C'est ce que Jean-Pierre Changeux appelle la profusion synaptique, c'est-à-dire une prolifération de synapses qui ensuite se trient par phénomène darwinien. Eh bien, ce mécanisme n'est pas génétique. Et ce mécanisme va dépendre de l'expérience de chacun. On peut d'ailleurs parler de l'inné et de l'acquis. L'inné vient du génome et l'inné est un pré-câblage élémentaire. Par contre, votre cerveau, lui, il va se développer par l'acquis, c'est-à-dire par l'expérience. Il y a une image que j'aime bien pour expliquer comment se produit ce phénomène épigénétique. Savez-vous comment les Anglais faisaient au XIXe siècle, et peut-être toujours encore, leur jardin? Alors d'abord, avant de parler des Anglais, parlons des Français. Les Français, eux, faisaient des jardins à la française, c'est-à-dire qu'un architecte comme le nôtre, par exemple, dessinait sur un plan le jardin. Ensuite, on faisait un peu de terrassement pour que tout soit bien nivelé. Et une fois que c'était bien nivelé, on traçait des allées, on traçait des massifs. Et pour fabriquer les allées, il suffisait de prendre le plan et de suivre exactement, de tirer des ficelles pour que ça soit bien droit, etc. Ça, c'est le jardin à la française. Vous savez que ce qu'on appelle un jardin à l'anglaise est plutôt un jardin naturel, c'est-à-dire que les Anglais aiment bien laisser les petites collines, les petits étangs, la forme du paysage pour que ça soit le plus naturel possible, même si l'homme vient couper certaines plantes, en mettre d'autres, planter des arbres, mais ils respectent la forme, ils aiment bien que la forme naturelle du paysage reste. Et donc, comment font-ils les sentiers? Lorsqu'ils faisaient un champ, ils ne traçaient pas d'allée, ils laissaient les promeneurs se promener où ils le souhaitaient. Et les promeneurs qui se promenaient finalement dans l'herbe, sans lieu préconçu, traçaient des sentiers. Et au bout d'un moment, on voyait bien que l'herbe était écrasée sur certains endroits, qu'on voyait la terre, et donc les sentiers naturels se traçaient. Eh bien, à partir de là, le concepteur du jardin prenait ces sentiers et les aménageait. Donc, le sentier que vous voyez dans un jardin anglais, c'est fait par l'usage.
Eh bien, vous avez la même chose dans un cerveau. Vous avez plein de promenades possibles dans votre forêt. Ce sont les dendrites qui se fabriquent à 40 000 par seconde. Donc, ça fait énormément de sentiers possibles, mais seuls certains sentiers vont se sélectionner par l'usage. Et ce sont ces sentiers qui se figent et qui font ensuite que votre cerveau va fonctionner, va savoir analyser des choses, prendre des décisions, comprendre, ressentir, etc. Ce sont ces réseaux de sentiers qui se sont formés par l'usage et qui sont retenus par un processus darwinien. Voilà donc la façon dont se forme le cerveau. C'est un processus épigénétique et on parle de parcimonie génétique. Qu'est-ce que ça veut dire, parcimonie génétique? Ça veut dire que le cerveau finalement utilise très peu de gènes par rapport à sa complexité. Et le gros du développement du cerveau est spontané. Et je reviens sur l'orage de tout à l'heure, c'est un phénomène émergent, c'est-à-dire que comme les petites molécules d'eau finalement s'assemblent et forment un grand objet qui s'appelle un orage et qui est parfaitement reconnaissable, eh bien toutes les petites dendrites qui se forment à la vitesse grand V chez l'enfant s'accumulent ou disparaissent et fabriquent un tout, et ce tout, c'est votre cerveau. Voilà. Et c'est donc vraiment ce qu'on appelle un phénomène émergent. Bon, les phénomènes émergents sont très difficiles à décrire. Déjà, la première chose, c'est que la physique ne décrit pas un phénomène émergent. On sait ce qui se passe dans un orage, grosso modo, mais on ne sait pas prévoir où un orage va se produire, ni quand et comment. On ne sait que plus ou moins supputer ce qui se passe à l'intérieur. Donc la physique n'est pas capable de déterminer ce qu'est un phénomène émergent. C'est pour ça que ça irrite beaucoup de physiciens, parce qu'on ne peut pas appréhender un cerveau par la physique, ni même un phénomène météorologique ou même l'écologie. C'est un des gros problèmes du jour, c'est que l'écologie est beaucoup trop complexe pour répondre à nos équations. Voilà ce qu'est un cerveau, mais je vais aller plus loin en vous expliquant comment il fonctionne. Et là, il y a deux parties intéressantes. D'abord, je vais vous parler du néocortex. Et le néocortex, je dois préciser qu'il est peut-être plus développé chez l'homme, mais il est présent chez tous les mammifères. Bon, vous avez tous remarqué qu'un mammifère, c'est tout de même drôlement intelligent. Quand vous voyez les tactiques de chasse des loups, la façon dont un lion va attraper une antilope, la façon dont l'antilope va se défendre, tout ça est plein d'intelligence. Et eux aussi ont une forêt dans le cerveau dans laquelle s'est imprimée l'expérience. Alors, je vais vous parler du néocortex, qui est donc la base de notre cerveau et qui est présente aussi, avec un peu moins de performance, mais est présente aussi chez tous les mammifères, le néocortex. Après, dans un deuxième temps, je vais me poser la question, qu'est-ce que nous avons de plus? Eh oui, parce que par rapport aux mammifères, nous avons quelque chose de plus, et c'est la conscience. Ainsi donc, dans cette première partie, je ne vous parle pas de conscience, je vous parle d'une intelligence qui est suffisante pour conduire une automobile, ou qui est suffisante pour chanter une chanson, etc. C'est donc, je vous parle d'une intelligence importante, mais qui est en grande partie déjà présente chez le mammifère. Bon, ce qui est intéressant aussi dans ce que je vais vous dire, c'est que c'est aujourd'hui le fonctionnement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, surtout ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, est une imitation de ce réseau que vous voyez là, qui est le réseau du néocortex. Donc, je vais vous parler maintenant du néocortex du mammifère, du néocortex de l'homme, mais aussi de l'intelligence artificielle, puisqu'elle imite ce processus. Nous avons un néocortex, nous, les mammifères, de 5 couches. C'est-à-dire que si vous regardez au microscope
votre encéphale, la partie externe hein, des lobes, des circonvolutions. Lorsque vous regardez cela au microscope, vous voyez une couche de neurones qui sont tous côte à côte. En dessous, une deuxième couche que vous voyez là, N, ça veut dire neurone. Ensuite, une troisième, une quatrième et une cinquième. Il y a donc 5 couches successives et chaque couche envoie des signaux électriques à la suivante. C'est ça que j'appelais les avalanches. Vous voyez par exemple ici le premier neurone, c'est un neurone qui par exemple a reconnu la couleur rouge du pullover de la maman du bébé. Eh bien, dans le cerveau du bébé, ce neurone va s'allumer et va faire une décharge et il va envoyer au neurone du dessous une information en disant « c'est rouge, ce que vous voyez là est rouge ». Et que voyez-vous là? Ben, il y a d'autres neurones, celui-ci par exemple, qui ont reconnu un pullover. Et ces neurones-là envoient à la couche du dessous une information. Oui, c'est un pullover par rapport à mon expérience. Hein, c'est tout ça, c'est de l'apprentissage. Si j'ai vu 100 fois un pullover, ben, le pullover, ça veut dire quelque chose pour moi, même si je ne connais pas le mot, mais je reconnais. Et donc, la couche du dessous va être envahie d'informations venant du dessus en disant c'est un pullover, c'est rouge, c'est doux au toucher, des choses comme ça. Alors, la couche du dessous, elle, va commencer à interpréter ça et puis va en déduire, par exemple, que c'est la maman, parce qu'on est habitué à voir ce pullover rouge avec elle, ou que c'est pas la maman. À ce moment-là, ça pose un problème, parce qu'on pensait que c'était elle, mais c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc il y a une information qui va descendre de couche en couche, avec en haut un niveau qui est très analytique, et en bas, le niveau qui est synthétique, c'est-à-dire qui arrive au sens des choses et à l'action. Alors, j'ai mis ici un exemple simple qui est utilisé en intelligence artificielle et qui se produit chez l'enfant qui apprend à écrire, par exemple. Ça se forme chez l'enfant lorsqu'il apprend la lecture. Eh bien, vous avez un premier niveau qui constitue des morceaux de lettres, c'est-à-dire en fait des traits élémentaires. Un trait vertical, un trait horizontal, un morceau de courbe, un rond. Et vous avez une première couche de neurones qui est capable de reconnaître ces formes. Et donc, ce réseau de neurones envoie une avalanche d'informations vers le bas en disant je vois une petite barre oblique, l'autre qui dit ah mais moi je vois un rond aussi. Et voilà, ces informations descendent dans une deuxième couche où l'enfant qui a appris à lire a mémorisé les lettres. Et il a bien mémorisé ce qu'était un B, ce qui était un C, etc. Et en fonction de la pluie de petites informations qui arrivent au-dessus, il dit « Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr, 2 traits obliques et un trait horizontal, là, je reconnais le A. » Une fois que cette couche a reconnu des lettres, nouvelle cascade d'informations qui descend, elle envoie aux neurones du dessous, j'ai trouvé la lettre N, j'ai trouvé la lettre U, j'ai trouvé la lettre A, et ça fait le mot nuage. Alors, vous l'avez deviné, la couche du dessous est une couche où l'enfant a mémorisé nuage, pluie, soleil, les mots. Voilà. Et là, à ce stade, la troisième couche identifie les mots. Bon, ensuite, dans une phrase, il y a une syntaxe, il y a un ordre dans les mots. Eh bien, la couche du dessous va recevoir ces mots dans une certaine séquence et elle a, elle, mémorisé la syntaxe. Et donc, la couche du dessous va comprendre il va y avoir un orage. Et il existe encore une couche au-dessous, à partir de ces sensations et de la façon dont elles sont interprétées, bien, ça descend d'un cran, et là, vous avez la dernière couche qui est celle du sens, c'est-à-dire
Qu'est-ce que c'est qu'un orage? Ah ben, je me souviens très bien de ce que c'est, parce que la dernière fois, j'ai failli recevoir un éclair sur la tête, et puis j'étais drôlement mouillé, donc j'ai enregistré tout ça, et je sais ce que c'est, j'ai cette expérience d'un orage, et j'en déduis qu'il faut que j'aille trouver un abri dans la grotte d'à côté, ou que je retourne à la maison. Voilà comment fonctionne le cerveau, et je le redis, comment fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle. Alors vous me direz, mais système d'intelligence artificielle, oui, mais c'est des transistors, il n'y a pas de neurones. Effectivement, je vous le disais, l'ordinateur est très différent, il fonctionne séquentiellement, il n'est pas massivement parallèle comme est le cerveau. Et donc, il faut des trésors de programmation pour arriver à imiter un tel réseau dans un ordinateur traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, un neurone, on fabrique des neurones artificiels qui ne sont pas physiques, hein, c'est fait par le software, c'est-à-dire que le logiciel rassemble une grande quantité de neurones et il lui faut une grande quantité, pas de neurones, pardon, une grande quantité de transistors. Il faut donc relier par le logiciel une grande quantité de transistors pour simuler un neurone. Et c'est donc comme cela qu'est bâti le logiciel de l'apprentissage profond. Il y a des espèces de groupes de transistors qu'on programme pour qu'ils fonctionnent comme un neurone. Une fois qu'on a cela, eh bien, on peut reproduire cela et on peut faire un apprentissage profond, un apprentissage selon le principe du jardin anglais dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on soumet l'intelligence artificielle à des informations et ces informations vont créer des cascades d'avalanches qui vont s'inscrire ou pas. Et à force d'apprentissage, il va se créer un réseau, comme les sentiers dans le chemin, dans le jardin anglais, il va se créer un réseau qui devient intelligent, c'est-à-dire qui est capable de traiter des informations. C'est donc un processus d'apprentissage qui solidifie des liens, vous voyez, parmi ces neurones artificiels. Vous connaissez l'application. Aujourd'hui, une intelligence artificielle est plus pointue qu'un médecin pour détecter un cancer du sein. Pourquoi? Parce que le médecin va peut-être voir quelques milliers de radios de cancer du sein et les mémoriser. Par contre, dans l'intelligence artificielle, lors d'un apprentissage profond, comme on dit, on va faire défiler devant cet ordinateur peut-être 1 million de radios, voyez-vous. Si donc cette intelligence artificielle est capable de mémoriser 1 million de radios avec à chaque fois l'information il y a cancer ou il n'y a pas cancer, eh bien, l'intelligence artificielle sera beaucoup plus performante qu'un médecin. Bon, ça reste quand même bête parce que, vous l'avez compris, il faut lui donner des radios, mais il faut aussi lui expliquer lesquels ont un cancer, lesquels présentent un cancer, lesquels n'en présentent pas. Donc, en fait, on parle d'intelligence artificielle, mais dans beaucoup de cas comme celui-là, c'est quand même l'intelligence du médecin qui est à la base. Simplement, on arrive à répliquer ça dans un réseau d'apprentissage profond qui devient ensuite très rapide et très performant. Je vous l'ai déjà dit, mais pour regrouper plusieurs milliers de transistors dans un neurone et faire fonctionner ça comme si c'était un neurone, c'est extrêmement consommateur de ressources. Et cela limite beaucoup aujourd'hui l'intelligence artificielle. La consommation de ressources et la consommation d'énergie aussi sont une grosse limite. Alors, moi, je pense, je vous donne mon avis, mais que l'intelligence artificielle se développera réellement de façon universelle, c'est-à-dire qu'on en aura tous dans notre téléphone, par exemple, lorsque on aura trouvé des composants qui ne sont pas des transistors, qui sont autre chose qu'un transistor, peut-être gravés dans le silicium, peut-être gravés dans un autre support, et qui réellement fonctionnent comme les neurones. Alors là, vous comprenez qu'on pourra faire des réseaux beaucoup plus denses, beaucoup plus grands, et qui là pourront approcher, voire dépasser les capacités du cerveau humain. Donc voilà un petit aparté pour vous dire où en est l'intelligence artificielle aujourd'hui.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus chez l'homme? Il y a la conscience. Très difficile de définir exactement ce que c'est que la conscience. Moi, je prendrais une définition relativement restreinte pour qu'on ne s'égare pas dans cette conférence, et puis aussi ça dépasserait mes compétences. Je vais prendre une définition de la conscience très simple. C'est le fait que le cerveau puisse intégrer dans son raisonnement vous-même. Autrement dit, quand vous réfléchissez à une situation, vous êtes en train de parler à quelqu'un, par exemple, vous réfléchissez à ce que dit cette personne, vous réfléchissez au message qu'elle passe, mais vous réfléchissez aussi à vous-même, c'est-à-dire moi, comment je me positionne par rapport à ça. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je vais le dire? Est-ce que si je le dis, je vais blesser cette personne? Vous voyez, vous intégrez vous-même dans votre raisonnement. C'est ce qu'on appelle la conscience réflexive, c'est-à-dire la capacité d'intégrer soi-même, l'être que nous sommes, dans notre réflexion. Eh bien, c'est ce qui distingue essentiellement l'homme de l'animal. Pourtant, j'ai choisi de vous montrer deux photos d'animaux parce que la conscience réflexive existe d'une façon extrêmement embryonnaire, j'insiste bien, hein, vraiment très embryonnaire, existe tout de même déjà dans une dizaine d'espèces. Ce n'est pas beaucoup hein, par rapport à des milliers d'espèces, une dizaine d'espèces. Alors, je répète, les mammifères, tels que le singe que j'ai présenté là et ce chat, ont un néocortex à 6 couches. Oui, je vous disais tout à l'heure 5, mais en fait c'est 6, et nous en avons autant. Chez ces mammifères, on pratique ce qu'on appelle le test du miroir pour savoir s'ils ont une conscience d'eux-mêmes. Et là, il y a deux cas. La plupart des espèces ne l'ont pas. Vous voyez en haut un chat. Ce chat qui se voit dans une glace, ce chat est en train de jouer avec un autre chat parce qu'il n'a pas intégré que ce chat en face n'est pas lui. Alors, vous allez peut-être être déçu parce que vous pensez que votre chat ou votre chien se reconnaît dans la glace, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il voit un autre chat avec lequel il est peut-être ami, hein, à force de jouer devant la glace, mais c'est un autre chat. Par contre, ce singe, lui, commence à penser à lui-même. Alors, que fait-on pour le savoir? On ne peut pas le savoir en observant simplement l'animal, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui passe dans sa tête. Par contre, dans le test du miroir, on a une astuce. C'est qu'on met sur le visage de l'individu une petite tache rouge à un endroit où il ne peut pas la voir. Par exemple, si on met une tache rouge sur son front ou sous son menton, il ne peut pas la voir, sauf à être en face d'un miroir. Eh bien, là, vous voyez ce singe qui touche la tache avec ses doigts. Donc, ce sont ses doigts qui touchent son visage, d'ailleurs, il sent bien le contact avec son visage, et qui touche cette tache pour savoir ce que c'est. Donc, pour ce singe, il y a déjà une conscience de soi, c'est-à-dire que finalement, je me vois moi dans le miroir. Eh bien, il est curieux de constater que seules 10 espèces passent ce test. Grosso modo, 3 singes, 3 cétacés, dauphins, marsouins, je ne sais plus lequel, 3 corvidés. Alors ça, c'est tout à fait étonnant parce que les corvidés, alors je vous dis c'est lesquels, hein, c'est le corbeau, le geai et la pie. Eh bien, tous ces oiseaux ont un cerveau très petit et c'est tout à fait étonnant de voir le niveau d'intelligence qu'ils atteignent avec un cerveau extrêmement petit. En fait, la raison, c'est que comme ils volent et ils ont besoin d'être très légers, lors du développement de leur cerveau, il y a eu une sélection qui s'est faite différemment de nous. Pour nous, le fait de laisser le cerveau croître jusqu'à 1400 ou 1500 cm3, ça a posé des problèmes. Vous le savez, à un moment, chez l'homme préhistorique, eh bien,
les accouchements devenaient difficiles et la sélection naturelle a élargi le bassin des femmes pour que la tête puisse passer. Donc, ça a créé des problèmes, mais en même temps, ça a été possible. La preuve, c'est que nous vivons et nous naissons et avec un cerveau qui est très gros. Mais pour un animal volant, ce n'était pas possible. Et donc, la sélection naturelle a en fait retenu des formules différentes et est parvenue à un degré d'intelligence qui est proche. Le degré d'intelligence d'un corbeau est très proche de celui d'un singe, très curieusement. Et puis le dernier, alors lui évidemment il a un cerveau beaucoup plus grand, c'est l'éléphant. Il doit avoir un cerveau de une dizaine de kilos. Alors bon, c'est aussi la preuve que l'intelligence n'est pas proportionnelle à la taille du cerveau, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a que ces 10 espèces qui commencent à avoir une intelligence de soi, donc une conscience tout à fait élémentaire. Alors, il existe beaucoup de thèses sur la conscience, je le disais au début de cette conférence. Alors déjà, vous avez une division très très forte entre deux sortes de personnes. Ceux qui pensent que le cerveau provient du jeu des cellules, en l'occurrence des neurones, et ce sont ceux qu'on appelle émergentistes. Je vous ai parlé de ce mot d'émergence, l'émergence d'un orage, l'émergence d'un cerveau. Eh bien, la conscience est aussi une forme d'émergence pour ceux-là dont je fais partie. Je dirais les émergentistes, c'est-à-dire que à partir d'un certain degré de connectivité et de complexité de tous ces neurones, eh bien, apparaît la conscience de soi. Voilà, émerge, c'est le terme exact. Donc ça, c'est la théorie des émergentistes. Moi, j'en fais partie et je fais remonter cette théorie à Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin disait qu'à partir d'un certain niveau de complexité, un cerveau fait apparaître la conscience. Alors, bon, c'est une phrase qui est porteuse de beaucoup de sens, surtout à l'époque où on développe l'intelligence artificielle, parce que ça veut peut-être dire que cette conscience, en tout cas la définition restreinte que j'en ai donnée, c'est-à-dire la conscience de soi, peut apparaître dans un ordinateur. Alors, il existe une autre école, ce sont ceux qui disent que non, que la conscience vient d'ailleurs. Alors, elle peut venir de Dieu, avoir été infusée dans le cerveau, ou bien pour d'autres que c'est quelque chose d'une nature totalement déconnectée des neurones et qui n'a rien à voir avec cela. Bon, alors, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de controverses aussi. Maintenant, je vais comparer pour bien montrer la différence entre l'intelligence que j'appellerais corticale, c'est-à-dire l'intelligence qu'ont aussi les mammifères, qui naît dans leur cortex, et l'intelligence consciente, qui en fait, pour simplifier, n'existe que chez l'homme. Ce sont deux formes d'intelligence et notre cerveau fonctionne avec les deux. Jusqu'à une époque récente, on confondait les deux. On ne voyait pas de différence entre les deux. Et finalement, le précurseur dans tout ça, c'est Freud, qui a dit, mais une partie de nos sentiments, de nos actions, de nos pulsions, de nos volontés, une partie est inconsciente. Et là, il a levé le doigt, il a levé le voile, pardon, sur quelque chose d'important, qui est, attention, la conscience n'est pas tout. Il y a plein d'autres choses qui se passent de façon sous-jacente. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Et là, c'est un des progrès importants, je dirais, des neurosciences depuis une vingtaine d'années. Beaucoup d'expériences prouvent maintenant ce que je vais vous dire. Donc, au niveau de la conscience, il y a énormément de débats, il y a des désaccords surtout, mais là, ce que je marque là est prouvé. Là, c'est vraiment beaucoup d'expériences qui le prouvent. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, contrairement à Freud, qui disait qu'une partie, sous-entendu une petite partie de ce que vous voulez faire, vous ressentez, vos pulsions, etc., est inconsciente, il levait le voile sur une vérité beaucoup plus importante, c'est que le gros, c'est-à-dire peut-être 95%
de tout ce que vous faites dans une journée ou ressentez est inconscient, ne passe pas par votre conscience. Et finalement, à un degré d'intelligence moindre, existe aussi chez le mammifère. Et seule une petite partie accède réellement à la conscience. On verra après ce qu'est cette conscience. En fait, c'est une espèce de 7e couche de neurones, mais très différente des autres, très différente, et qui n'existe pratiquement que chez l'homme ou de façon très embryonnaire chez certains animaux. Alors, je vais comparer les deux, et l'intelligence inconsciente, je vais l'appeler corticale, parce qu'elle suit le mécanisme dont je vous ai parlé, la forêt de neurones, les avalanches dans les neurones. Je vais l'appeler l'intelligence corticale. Et l'autre, que je vais appeler l'intelligence consciente. Et je vais prendre pour cela un exemple qui est la conduite automobile. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais vous pouvez conduire sur une autoroute 20 ou 30 km sans faire appel à votre conscience. C'est-à-dire que votre cerveau va tout faire, va tout calculer, mais sans faire appel à votre conscience. Vous êtes en train de conduire et votre conscience est occupée par autre chose. Par exemple, vous êtes en train de parler avec le passager. Et c'est ça qui occupe votre conscience. Pendant ce temps, vous avez votre cortex qui, lui, est capable de freiner si devant l'autre voiture a freiné, qui vous permet de prendre un virage, qui vous dit comment faire avec le volant, et qui vous dit vite, attention, donnons un coup de frein parce qu'il y a quelque chose devant nous sur la route qui est dangereux. Tout ça est fait par votre néocortex indépendamment de votre conscience. Vous avez donc d'un côté votre intelligence corticale qui conduit la voiture, et vous avez d'autre part votre conscience qui parle avec le voisin, qui écoute la radio, une émission à la radio, qui, pendant que vous conduisez, fait que vous pensez à votre travail ou à votre petit ami. La conscience est là-dessus. Ça ne veut pas dire que la conscience ne conduit pas, parce qu'il y a deux exceptions à ce que je viens de dire. La première, c'est que s'il y a vraiment quelque chose de grave qui se produit, par exemple une branche en travers de la route, là, votre cerveau cortical va commencer par prendre tout de suite la mesure d'urgence, coup de frein. Et là, sans faire appel à la conscience. Vous verrez pourquoi. Parce que la conscience est trop lente. Donc, le cerveau cortical, lui, il est rapide et il fait piler sec la voiture. Et à partir de là, comme il y a quelque chose de grave, un gros objet sur la route, eh bien, il va y avoir une avalanche dans votre cerveau à travers cette 7e couche-là. Il y a une avalanche qui va envoyer un signal à votre conscience en disant « Attention, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, vous allez interrompre votre conversation avec le passager et votre conscience va changer de focus, va oublier le passager et va regarder la route en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il faut que je me gare? Et qu'est-ce que c'est que cette personne derrière? Ah, c'est un policier qui est en train de faire signe de se garer, etc. » Votre conscience a pris le volant. Mais vous remarquerez une chose, c'est que quand votre conscience prend le volant, elle arrête ce qu'elle faisait avant. Autrement dit, une fois que cet obstacle est passé, finalement, ce n'était pas si grave, vous êtes passé, vous vous tournez vers le passager et vous lui dites « On en était où? Qu'est-ce que tu me disais avant ?» Et hop, votre conscience embraye de nouveau sur ce qu'était son sujet précédent. Donc là, je vous ai montré, je vous dis que la voiture n'est pas conduite par votre conscience, voilà. Elle est conduite par votre cerveau cortical. Par contre, je vous dis que votre cerveau cortical peut vous envoyer un signal parce qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Et là, c'est votre conscience qui va, entre guillemets, prendre le volant, prendre la direction des choses. Eh bien, ça, c'est une espèce de phénomène montant. C'est à partir du détail de ce qu'on voit sur la route, il y a une information qui monte à votre conscience, mais le schéma descendant existe aussi. Par exemple, vous avez terminé votre conversation avec votre passager, il y a un petit moment de silence et tout d'un coup, vous réfléchissez, est-ce que j'ai assez d'essence? Alors là, votre conscience reprend
le leadership et commande à vos yeux de regarder la jauge. Ensuite, vous réfléchissez, vous allez calculer, avec ça, est-ce que j'arrive chez moi ou est-ce qu'il faut que je m'arrête de prendre de l'essence avant et où est-ce que je vais prendre de l'essence, où est la prochaine pompe, etc. Là, c'est votre conscience qui est en jeu, c'est plus le cerveau cortical. Donc, pour résumer, c'est le cerveau cortical qui conduit la voiture, mais par exception, il va faire appel à votre conscience parce qu'il y a quelque chose qui le dépasse, ou par exception, c'est votre conscience qui va lui commander quelque chose, parce que c'est votre libre arbitre et votre conscience seule a pris la manœuvre. On peut donc dire à partir de là que la conscience, c'est une espèce de système qui laisse fonctionner le cerveau en mode autonome. Je n'ai pas dit automatique, hein, parce que ce ne sont pas des automatismes, c'est en mode autonome, et qui n'agit que par exception. Voilà. La conscience n'agit que par exception. C'est ça qu'il est important de comprendre. Donc, si je reprends tout ce que je vous ai dit, je vais un peu le systématiser, le classer en disant quelle est la différence entre l'activité corticale et l'activité consciente. D'abord, l'activité corticale touche tous les domaines d'action possibles. C'est-à-dire que vous avez une partie du cerveau qui sert à la vision. Quels sont les panneaux routiers qui passent? Vous avez une partie qui sert à commander le pied, qui sent si la pédale est dure ou pas. Vous avez une autre partie du cerveau qui vous permet de passer les vitesses. Et donc, pratiquement tous les domaines du cerveau sont susceptibles d'intervenir et sans la conscience. Donc, l'activité corticale concerne tout, mais je dirais par module. Vous avez des modules de la vision, des modules de l'écoute, des modules de l'action, etc. À l'inverse, je vous l'ai dit, la conscience fonctionne de façon séquentielle aussi, c'est-à-dire un sujet à la fois, l'un après l'autre. Je parlais à mon voisin. Maintenant, j'ai arrêté de parler avec lui parce qu'il y a un accident sur la route et je me concentre sur l'accident. L'accident est passé, maintenant je mets la radio et je vais écouter la radio. À chaque fois un sujet, après je m'occupe de calculer si j'ai assez d'essence, mais c'est toujours un sujet après l'autre. Typiquement, vous pouvez y réfléchir la prochaine fois que vous conduisez, que vous êtes seul et que vous avez du temps à perdre, vous pouvez y réfléchir, vous verrez que les idées comme ça se succèdent dans votre cerveau conscient, hein, au niveau conscient, se succèdent à, je dirais, de l'ordre d'une seconde, 2 secondes, 10 secondes, selon ce que c'est. Voilà un peu le rythme de votre conscience, vous voyez. Ça se chiffre en secondes. Deuxième caractéristique que j'ai détaillée, c'est le fait que dans l'activité corticale, tout se passe en parallèle. C'est-à-dire que vous avez des centres différents qui s'animent ensemble et qui se coordonnent, mais qui traitent en parallèle, heureusement. Et ça c'est un gros avantage du cerveau humain par rapport à l'ordinateur. Nous pouvons traiter plein de sujets à la fois de façon parallèle. Alors que dans la conscience, je viens de le dire, c'est un fonctionnement séquentiel, un objet, une pensée après l'autre. On ne peut pas en traiter deux à la fois. L'activité corticale est localisée dans des zones spécialisées, je vous l'ai dit, zone de la vision, zone de l'écoute, zone de l'action mécanique, etc. À l'inverse, la conscience peut traiter de tout. Votre conscience peut intervenir parce qu'il y a un accident, votre conscience peut intervenir parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que votre voisin a dit et vous voulez lui répondre. Votre conscience peut exciter n'importe quelle partie du cerveau. C'est en fait une espèce de 7e couche, mais qui peut toucher à tout, qui peut tout contrôler, qui peut tout animer. Le cerveau est comme une espèce la conscience, pardon, est comme une espèce de patron hyper puissant qui peut contrôler ce qui se passe, savoir ce qui se passe dans telle zone, etc., et commander, dans ce qu'on peut commander, bien sûr. Hein. Tout n'est pas malheureusement commandable par l'esprit, mais qui peut commander, et commander à n'importe quelle zone du cerveau. Par contre, une chose à la fois, pas deux.
Euh, Ce qui est important, ben, vous l'avez compris, quand je dis que 95% des choses se passent dans votre cerveau cortical, et c'est votre cerveau cortical qui conduit la voiture, c'est inconscient. Autrement dit, bien sûr, vous pouvez devenir conscient. Par exemple, vous pouvez vous dire à un moment donné à quelle vitesse je roule, est-ce que j'accélère plus ou pas. Bien sûr, vous pouvez vous mettre votre nez, si vous voulez, dans n'importe quelle activité de la conduite, mais si vous n'y mettez pas votre nez, vous parlez avec votre voisin, ben, votre activité corticale fait tout. Je précise une chose, ne pensez pas que l'activité corticale travaille au niveau des réflexes. Par exemple, vous pourriez dire, oui, j'ai pilé sec quand j'ai vu qu'il y avait une branche dans la route, j'ai pilé sec parce que mon cerveau cortical a fonctionné de façon réflexe. C'est le réflexe de freiner. Eh bien non, 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 c'est beaucoup plus que le réflexe. Je vous donne un exemple. Vous parlez avec votre voisin, votre conscience est occupée, vous êtes sur une route, un virage arrive. Votre cerveau cortical ne va pas fonctionner de façon réflexe, votre cerveau cortical va faire un calcul. D'abord, il va examiner à quelle vitesse vous êtes. Ensuite, il va examiner quel est le degré de courbe de la route. Ensuite, il va examiner si c'est une route qui est correctement inclinée, donc ce qui favorise le passage avec une bonne vitesse dans le virage, ou non. Il va aussi tenir compte du fait qu'il est en train de pleuvoir et que la route est glissante ou pas. Et c'est tout ce calcul qui est fait dans votre cerveau cortical et qui peut se faire totalement sans intervention de votre conscience. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas dire l'activité corticale, c'est des réflexes. Non, c'est beaucoup plus que des réflexes. C'est tout, enfin, je le résume en disant, c'est l'activité corticale qui conduit votre voiture. Et j'ajoute, sauf exception. Exception, vous décidez d'aller plus vite parce que vous voyez que vous êtes en retard, ou bien il y a un arbre en travers de la route et donc votre conscience prend le volant. Et finalement, ce qui est extrêmement important et qui fait que nous ne pourrions pas conduire une voiture avec notre conscience, nous ne pourrions que si elle allait, je dirais, à la vitesse du pas humain, c'est que l'activité corticale est beaucoup plus rapide. L'activité corticale, c'est de l'ordre de 2/10 de seconde. Il y a une branche en travers de la route, votre cerveau est alerté, avalanche de signaux électriques à travers vos couches corticales, et hop, vous freinez. Parce que ce n'est pas un réflexe, hein, comme on disait, c'est un calcul qui s'est fait, une expérience, et tout ceci commande une action, et cette action s'est freinée. Et cette action a pris 2/10 de seconde. Si votre conscience est en jeu, les traitements sont de l'ordre de la seconde. Là, c'est beaucoup plus lent. Et donc, quand je disais que la voiture est conduite par l'activité corticale, je disais en même temps que si il fallait utiliser sa conscience pour conduire, on ne pourrait pas conduire une voiture, ou tout au moins, on conduirait une voiture qui roule à la vitesse d'un homme qui marche. Là oui, parce que quand quelque chose se présente, on a bien une seconde pour réagir. Donc, vous ne pourriez pas, ce sont des choses qui sont aujourd'hui évidentes en neurosciences, mais qui ne l'étaient pas avant, mais c'est que vous ne pourriez pas conduire une voiture si vous n'aviez pas une activité corticale qui permet de le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut apprendre à un singe à rouler avec une patinette, peut-être même un vélo, parce qu'il est capable d'intégrer tout ça, freiner et accélérer avec le pied par simplement l'activité corticale. Alors, Lionel Nakache, un neuroscientifique très brillant et assez pédagogue, hein, je vous recommande ses livres, Lionel Nakache, disait finalement, Freud me fait penser à Christophe Colomb. Christophe Colomb a découvert un territoire, il pensait que c'était les Indes, qu'il atteignait par l'autre côté, et en fait, il venait de découvrir un immense continent. Eh bien, lorsque Freud a découvert que des pensées étaient inconscientes, des pensées, des pulsions, des sentiments étaient inconscients, il avait simplement levé le voile sur un phénomène beaucoup plus vaste, qui est que peut-être 95%
de nos pensées sont inconscientes. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce qui peut faire, nous donner à nous, humains, cet avantage? Bon, là, je le répète, je vous donne une théorie parmi d'autres. Hein. On est loin d'avoir élucidé tout cela. Et cette théorie, c'est celle des émergentistes qui disent, finalement, il y a un phénomène émergent qui se produit dans un cerveau à partir d'un certain degré de complexité. Vous voyez, c'est en train d'apparaître de façon embryonnaire chez une dizaine d'espèces. Ça commence, et c'est tout à fait le tout début. Et peut-être simplement parce que ces espèces sont un peu plus intelligentes que les autres, et elles arrivent à ce seuil. Alors maintenant, je vous dis tout de suite, vous n'allez pas connaître le singe conscient, intelligent, ni le marsouin ou le dauphin, parce que au niveau de l'évolution naturelle, c'est au mieux des phénomènes qui s'étalent sur des centaines de milliers d'années, je dirais plutôt de l'ordre du million d'années. Donc, on n'est pas prêt de connaître cela, mais c'est intéressant d'observer que dans le monde animal, il y a une dizaine d'espèces qui commencent à avoir un embryon de conscience. Alors, on a identifié d'une façon qui n'est pas formelle, qui est encore contestée par les uns et par les autres, on a identifié tout de même un super réseau neuronal qui n'existe que chez l'homme, qui s'ajoute aux 6 couches du néocortex. Un super réseau neuronal qui couvre toutes les zones du cortex, qui va mettre ses doigts partout, qui est capable d'intervenir partout ou de recueillir partout de l'information et qui englobe ainsi l'ensemble du cerveau et qui est capable de faire une synthèse. Cette synthèse, je l'ai déjà dit dans ample fois, elle est au prix de limites importantes. Les limites, c'est qu'on peut faire la synthèse que d'une chose à la fois, que cette synthèse est lente, etc. Donc notre conscience n'est pas si performante que ça. Elle nous permet de vivre très bien, mais elle est mécaniquement, je dirais, elle est moins sophistiquée et moins puissante que celle du néocortex. Mais ça nous suffit pour vivre, pour comprendre, pour savoir où sont les dangers, pour savoir se comporter dans la vie, etc. On a donc identifié ces super réseaux, mais c'est extrêmement difficile de les localiser parce que on en sait très peu sur le cerveau. Vous savez, aujourd'hui, le seul instrument dont on dispose, c'est l'imagerie médicale. On utilise le PET scan, en fait. Hein. Ce sont l'équivalent d'une IRM, si vous voulez. Et avec ces PET scans, on prend une image du cerveau et en même temps, on vous dit, par exemple, voudriez-vous manger des fraises au dessert? On vous dit ça et ça va allumer certaines parties du cerveau et on note à quels endroits ça s'allume. Donc, en l'espèce, ça va peut-être allumer une partie du cerveau qui s'occupe de l'audition, une partie du cerveau, comme je le montrais tout à l'heure sur les réseaux neuronaux, qui interprète le mot fraise, qu'est-ce que c'est, un fruit, etc. Et puis finalement, une autre partie du cerveau où s'interprète la notion de faim, d'envie, est-ce que j'ai envie de manger des fraises ou pas. Vous voyez, donc on voit s'allumer dans le cerveau des zones et on peut situer ce qui se passe à quel endroit, mais ça reste extrêmement grossier. En plus, quand je dis des zones, c'est des zones qui comprennent des millions de neurones, hein, voire des centaines de millions. Et donc, ce n'est pas fin du tout. Alors, on est aussi capable d'observer des neurones individuellement ou par petits paquets on fait ça chez des rats, mais lorsque vous examinez le comportement d'un petit paquet de 10 neurones, quels enseignements pouvez-vous en tirer alors que le même rat possède peut-être 1 milliard de neurones. Donc, vous voyez à quel point on est bridé dans la recherche scientifique parce que le cerveau présente trop de neurones et trop petit. Donc, soit on examine les neurones, soit on examine le tout, mais c'est extrêmement difficile. Néanmoins, on parle de plus en plus de ce super réseau qui englobe un peu tout le cerveau, qui serait le siège de la conscience. Alors moi, je suis dans la mouvance émergentiste et
je pense que le cerveau, que la conscience, en tout cas dans la définition que j'ai donnée, peut apparaître dans n'importe quel système qui atteint la complexité d'un cerveau humain. Et dirais, je résumerais ça par une boutade, je dirais, si vous pensez qu'un cerveau, c'est 80 milliards de neurones, si vous pensez que chacun des 80 milliards est relié à 5 000, à 10 000 autres, que toute cette câblerie présente une longueur qui atteint la taille de la Terre au Soleil, faut-il vraiment s'étonner que parmi tous ces neurones, il y en ait une partie qui s'intéresse à ce que font les autres? Parce que pour moi, c'est ça la conscience, c'est une partie de neurones qui constitue une couche différente, qui s'intéresse au travail des autres neurones et qui est en même temps capable de les commander sous un certain nombre de limites. Voilà. Alors maintenant, j'ai donné une définition très restreinte en fait de la conscience. C'est le fait d'incorporer dans nos propres modèles mentaux, d'incorporer nous-mêmes. Nous avons donc un modèle de nous-mêmes qui s'incorpore à nos modèles mentaux. Voilà comment je définis la conscience. Mais bon, c'est très difficile de parler de la conscience, parce que la conscience, ça va très au-delà. La conscience, ce sont les sentiments, c'est l'imaginaire, c'est le spirituel, c'est la religion, c'est l'art, ce sont tous les sentiments sociaux que nous pouvons avoir, c'est l'altruisme, l'organisation sociale, les valeurs morales. Donc, on débouche sur un monde absolument gigantesque, qui est celui dans lequel nous vivons tous les jours, n'est-ce pas? Et là, bon, c'est beaucoup plus difficile de quantifier tout cela et de dire comment ça a pu apparaître. Voilà donc une vision, je dirais, un peu restreinte, mais qui vous permet de voir vers où avancent les sciences aujourd'hui. Bon, ce qui pose question un peu dans tout cela, c'est que, je vous dis, la conscience peut apparaître dès qu'un cerveau atteint une certaine dimension. Alors, les conséquences, quelles sont-elles? Ben, d'abord, ça a pu arriver ailleurs, pas sur Terre, on le saurait, ça se saurait. Mais sur d'autres planètes, il peut y avoir des espèces peut-être plus intelligentes que nous, qui auraient franchi ce seuil, si vous voulez, qui seraient passées à la conscience. Maintenant, l'autre question qui, elle, est beaucoup plus immédiate, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'inévitablement, on se dit, mais oui, mais est-ce que, avec le progrès technologique, est-ce qu'un ordinateur qui fonctionnerait comme notre cerveau pourrait passer un certain seuil et à ce moment-là nous dépasser? Alors, ce phénomène porte un nom aux États-Unis, on appelle ça la singularité. Pourquoi on parle de singularité? Parce que vous savez que beaucoup de logiciels informatiques aujourd'hui sont fabriqués non pas par des humains, mais par d'autres logiciels. Donc, des logiciels fabriquent des logiciels. Et il est à peu près évident que si un jour nous arrivions à des machines d'intelligence artificielle qui dépassent l'homme en intelligence, attention, hein, quand je dis intelligence, je devrais dire intelligence de calcul, parce que là, je ne parle pas vraiment de la conscience, des sentiments, des valeurs morales. Je parle purement de la conscience, de l'intelligence en termes de calcul, de processing, si vous voulez. Si donc les ordinateurs arrivent à faire cela, peut-être le jour où nous aurons ces fameux composants qui fonctionnent comme des neurones, plutôt qu'utiliser des transistors, eh bien, il y aurait apparition d'intelligence plus performante que la nôtre, mais aussi il y aurait des machines qui pourraient fabriquer les programmes des futures intelligences artificielles et le faire avec beaucoup plus d'efficience que nous. Et donc, on imagine là un emballement dans lequel un peu tout deviendrait infini, d'où ce terme de singularité. Vous savez, la singularité, en astrophysique, nous en avions parlé, la singularité, c'est le centre d'un trou noir où tout devient infini. Donc, on ne sait plus décrire ce qui s'y passe parce que tout devient infini. C'est la même chose dans le Big Bang. Quand vous allez en marche arrière vers le Big Bang, vous refaites l'histoire et que vous arrivez au Big Bang, là, on ne sait plus faire
parce qu'au moment où on arrive au Big Bang, tout devient infini, l'énergie devient infinie, la température devient infinie, la distance devient infiniment petite. Et on est dans les infinis, on appelle ça une singularité. Une singularité, en même temps, c'est quelque chose qu'on ne sait pas décrire. Alors, on emploie ce mot de singularité pour le dépassement de l'homme, parce qu'il y aurait là un phénomène explosif. Et Ray Kurzweil, qui est le grand chef technologique de Google, lui a fait un livre qui est excellent, qui s'appelle La singularité est proche. Malheureusement, en français, on n'a pas traduit comme ça son titre, on a inventé quelque chose de bizarre. Mais en anglais, c'est The Singularity is Near. La singularité est proche. Alors lui, il la voyait très proche dans son livre qui date maintenant de 10 ou 15 ans. Il la voyait très proche parce qu'il la voyait dans les années 20. Bon, maintenant, je vais vous dire, ça ne sera pas dans les années 20, on en est très loin. Aujourd'hui, on arrive à faire des réseaux neuronaux de quelques millions, dizaines de millions de neurones artificiels, vous voyez, on est très loin du cerveau. Mais bon, c'est quelque chose auquel il faut quand même réfléchir. Et ce débat existe surtout aux États-Unis, en fait, peu en Europe. Pourquoi aux États-Unis? Parce que vous avez les deux champions de l'intelligence artificielle, c'est Google avec Ray Kurzweil, qui était l'un des grands spécialistes mondiaux, et puis vous avez Meta, anciennement Facebook, qui a pour directeur technologique un Français qui s'appelle Yann LeCun. Et Yann LeCun est le grand cerveau de l'IA, et d'ailleurs inventeur de l'apprentissage profond, Yann LeCun. Il est au Collège de France, hein, c'est vraiment un grand scientifique. Et donc ces deux hommes-là, dans les deux sociétés les plus puissantes dans l'électronique aujourd'hui, la numérisation, travaillent sur l'intelligence artificielle et travaillent aux États-Unis. C'est pour ça que le débat est beaucoup plus important aux États-Unis qu'il ne l'est. Si cela vous intéresse, Luc Ferry a écrit un livre là-dessus et dans lequel, en fait, il déplore que le débat sur la singularité n'existe pas en Europe ou peu. Et il nous engage vraiment à réfléchir à ça parce qu'on ne sait pas si ça peut se produire un jour, mais si ça se produit, les conséquences sont extrêmement importantes. Voilà, bon, maintenant, ne pensez pas que j'assimile l'intelligence artificielle à la nôtre, parce que bon, c'est quand même très différent. Même si une forme de conscience apparaissait dans des appareils d'intelligence artificielle, ça veut dire que l'ordinateur aurait conscience de lui-même, il aurait conscience de ce qu'il est et de ce que vous êtes. Mais ça n'aurait aucun rapport avec notre conscience, parce que notre conscience est empreinte d'abord de tout notre passé, y compris notre passé animal, est empreinte de notre corps. Ne pas oublier que le cerveau, ce n'est pas une machine dans un coin d'un bureau. Le cerveau, c'est un organe de notre corps et qui est en lien avec l'ensemble de notre corps. Donc, nous avons plein de perceptions qui sont très complexes et qui viennent de l'ensemble de notre corps. Notre conscience a hérité de tout cela, et notre conscience a hérité de tout notre passé, de tout notre apprentissage en tant qu'homme et de tout notre apprentissage en tant qu'espèce, c'est-à-dire 4 milliards d'évolutions darwiniennes derrière nous. C'est ça notre intelligence. Et puis finalement, c'est notre culture, nos sentiments, nos religions et tout cela, tout ce que nous avons forgé finalement au cours de l'histoire. Notre conscience n'est pas dissociable de tout cela, alors que la conscience d'un ordinateur serait dissociée de tout ça, il serait donc quelque chose de beaucoup plus élémentaire. Alors, il ne faut pas comparer non plus les deux choses. Voilà, donc ce sont des questions tout de même très fondamentales. Alors moi, je voudrais terminer par un mot en replaçant les choses dans le contexte cosmologique, puisque nous avons commencé toute cette grande saga avec le Big Bang et le cosmos et les galaxies. Je voudrais, en arrivant maintenant à la fin, alors c'est pas la fin parce que j'ai prévu une conférence de plus un petit peu synthétique, mais en tout cas pour le voyage entre le Big Bang et l'homme, là nous sommes arrivés au terme. Et je dirais la chose suivante, je dirais finalement, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la conscience, parce que qu'est-ce que serait l'univers s'il n'y avait pas de conscience? L'univers serait un tas de cailloux et de gaz.
C'est donc la conscience humaine qui donne un sens à l'univers. Vous me direz, s'il y a des consciences qui sont apparues sur d'autres planètes, aussi, elles pourraient donner un sens à l'univers. Mais à mon avis, on n'est pas prêt de les trouver. En tout cas, pour l'instant, c'est notre conscience qui donne un sens à l'univers. Et donc, je mets finalement presque sur un plan équivalent notre cerveau, notre conscience et l'univers entier. Et finalement, c'est légitime puisque je vous disais que le cerveau est ce qu'il y a de plus important et de plus complexe dans l'univers aujourd'hui. Un cerveau, c'est plus complexe qu'une galaxie. Et donc, je n'hésite pas à mettre notre conscience au même niveau que l'ensemble du cosmos. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et puis je vous donne rendez-vous pour la dernière conférence que je n'ai pas encore rédigée et conçue. À bientôt.